Bonjour à tous. Cette année à Comines, les Journées européennes du patrimoine auront lieu les 18 et 19 septembre. Je vous invite à venir observer de plus près notre beau patrimoine local avec divers rendez-vous tels que des visites guidées des tombes de personnalités cominoises au cimetière Nord, des balades pour découvrir l'histoire de notre commune, des visites libres avec différentes expositions à la Maison du patrimoine, à l'Hôtel de Ville, mais aussi à l'église Saint-Chrysole, des ateliers mosaïques, Comines Moving Jeune et la conférence autour de l'œuvre de Louis-Marie Cordonnier. Je vous propose dès maintenant d'explorer en avant-première notre beffroi et toutes ses salles, ainsi que certaines tombes historiques du cimetière Nord avec Olivier Clincamailly. Notre beffroi est une réalisation récente de 1927, de l'architecte Louis-Marie Cordonnier, qui l'associera à l'Hôtel de Ville. Nous présentons actuellement ses œuvres à la Maison du patrimoine. Il a été reconstruit sur un modèle de 1623, détruit lors de la Première Guerre mondiale et qui se trouvait alors en face, juste à l'emplacement du clocher de l'église. Depuis la fin du XIIe siècle, il est le symbole des libertés communales et de la bourgeoisie à s'administrer elle-même. Il concrétise le statut de ville-à-loi de l'agglomération cominoise et la constitution de la commune où les deux autorités, la seigneuriale et la communale, cohabitent. Il a subi au cours des temps, à multiples reprises, l'épreuve du feu et des guerres. Placé à l'angle de la rue du Château et de la Place, il présentait en 1623 l'aspect que nous lui connaissons aujourd'hui. En 2004, un dossier de candidature est déposé pour son classement, ainsi que d'autres beffrois du Nord-Pas-de-Calais, à l'UNESCO. Et en janvier 2005, il est reconnu au patrimoine mondial de l'humanité, comme actuellement 22 autres beffrois. Le rez-de-chaussée de notre beffroi est constitué d'une salle de permanence des élus. Le premier étage est constitué par une salle de réunion pour les élus, avec balcon, offrant une vue imprenable sur la place et le pont. Au deuxième étage se trouve une salle de stockage de matériel appartenant aux Amis de Comines, où l'on trouve des échantillons de diverses rubanneries, d'anciens éléments de fabrication de rubans et d'autres reliques comme d'antiques chevaux d'osier de la fête des Louches. C'est également là que se trouve l'ancienne pendule électrique du beffroi. Après un dernier escalier, nous voici maintenant à l'intérieur du beffroi proprement dit, et de sa charpente de béton par laquelle nous accédons au chemin de ronde où nous avons une vue panoramique des environs et surtout sur la ville de Comines. En suivant un dernier petit escalier depuis l'intérieur de la charpente, nous voici maintenant à l'intérieur du bulbe où ne se trouve que le mécanisme de la pendule actuelle. Connaissez-vous le cimetière Nord? Oui? Je suis sûr que non. Et d'ailleurs, ce cimetière fourmille d'anecdotes. Saviez-vous que c'était un petit Père-Lachaise cominois? Ah, je vous sens intrigué. Allez, suivez-moi. Saviez-vous que derrière moi, en plus d'avoir la première tombe qui a été construite ici au cimetière Nord, vous avez un magnifique exemple de regroupement familial. Ah. Voici la tombe de la famille Lambin. À l'époque, Monsieur Lambin est maire de Comines France, comme vous pouvez le voir dans la partie haute avec le blason de la ville, blason qui ne contient pas 5 ni 8 mais 6 roses. Rassurez-vous, Monsieur Lambin n'est pas mort d'une cirrhose, mais c'est un peu les particularités que l'on peut retrouver dans le blason de Comines, avec des roses qui changent de nombre, même si le nombre d'origine, celui des seigneurs, est de 8 roses.
cette tombe a aussi une particularité. Vous y retrouvez des sculptures. Et elles sont sans doute l'œuvre de monsieur Joseph Cuvelier, un grand sculpteur cominois d'origine, dont le papa était apparenté à la famille Lambin, il était médecin, son fils était sculpteur à Paris, et il s'est surtout matérialisé par son parcours artistique, mais aussi parce qu'en 1871, il a combattu dans la garde civique les Prussiens, et il en est mort. Mort pour la patrie. Monsieur Lambin a donc voulu l'intégrer à la tombe de sa famille. On va retrouver aussi un autre personnage noble, monsieur le général Côte-d'Oran, qui a épousé une des veuves de la famille Lambin. En réalité, cette tombe a une particularité, elle a un caveau qui est sur les deux allées de ce fameux cimetière. Et puis on trouve encore d'autres éléments qui sont intéressants. Par exemple, les petits trous que l'on retrouve ici et qui ont une fonction bien précise. Dans la plus vieille photo que l'on connaisse du cimetière qui date de 1861, on se rend compte que à chaque épisode de commémoration, on mettait des couronnes de fleurs que l'on accrochait ici via le petit trou de cette colonne. Et puis, on a également toute une série d'éléments, les feuilles d'acanthe, les éléments de guirlande, le flambeau qui regarde vers le bas et qui évoque donc la mort. Les deux sculptures qui sont à côté sont des vertus théologales. Et puis pour terminer, la croix que l'on appelle la croix potencée, c'est-à-dire une croix qui symbolise le triomphe de la résurrection. Et donc le triomphe de la vie. Et puis aussi vous avez la balustrade qui vient délimiter cet espace comme s'il était complètement sacré. Elle est sympa, hein, cette avenue, cette allée des nobles. En fait, le cimetière nord ici s'organise selon un plan bien spécifique. L'allée principale, le déambulatoire annulaire, sont réservés aux sépultures les plus importantes. Et puis, au fur et à mesure que l'on s'éloigne de cette allée, on arrive dans des concessions qui ne sont plus à perpétuité, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, pour aller vers des concessions qui n'ont plus du tout de date. Et dans certains cimetières, on va même jusqu'à la fosse commune. Au plus loin, on est de cette fameuse allée des nobles. Et tiens, en parlant justement d'allée des nobles et de référence, saviez-vous que ce magnifique temple, qui singe un peu l'antiquité gréco-latine, a toute une histoire? D'abord peut-être pour vous allécher le prix d'une telle concession, d'une telle réalisation. Cela peut sembler bizarre aujourd'hui, mais à l'époque, on est donc à la fin du 19e siècle, l'avenir du corps a autant d'importance dans la mort que dans la vie. Et l'on va donc construire un monument qui, si on devait le traduire en monnaie sonnante et trébuchante d'aujourd'hui, tournerait autour des 400 000 €. Une belle villa 4 façades avec un beau jardin autour. Eh bien, c'est la famille Catteau, une des plus grandes familles rubanières du nord de la France et de Comines, qui va essaimer jusqu'à Tourcoing notamment et Roubaix. On a le square Catteau à Roubaix qui est très important. Il avait même, ce monsieur Pierre Catteau, dans son jardin, reproduit sous une forme de ferraille le beffroi de Comines France. Et donc quand il a voulu se faire enterrer ici, il a choisi un des endroits les plus hauts du cimetière et il a choisi aussi un argument architectural d'autorité, c'est-à-dire un temple avec des colonnes doriques qui sont sculptées, cannelées et recouverts de chapiteaux reposant sur un espèce de boudin. C'est un des plus anciens styles que l'on retrouve dans l'histoire de l'art de la Grèce antique. Et puis il a voulu réaliser cela comme un véritable temple. La sépulture est en deux temps. Il y a l'espace sacré dans lequel on peut à l'intérieur même réaliser une petite messe. Et puis, sur la partie gauche, on descend dans une crypte où sont scellés les différents cercueils. Tout est magnifique. C'est une œuvre ici qui a survécu en partie à la Première Guerre mondiale. La façade ici avait été en partie soufflée. Elle a été complètement restaurée par les architectes d'origine aux établissements d'Estrebec à Roubaix.
Comme dirait Stéphane Bern, il y a des secrets d'histoire. Alors ici, on a comme argument d'autorité l'Antiquité. C'est l'industriel qui veut montrer qu'il a des racines très très profondes dans l'histoire, Monsieur Cato Loïc. À côté, la même famille, Cato van Esland, prend un autre parti esthétique. Et ils se disent, oui, on est peut-être une ancienne famille, mais on connaît aussi l'art contemporain. Et dans cette tombe, ce qui est magnifique, c'est la façon avec laquelle seront traités tous les éléments décoratifs. On est dans une période, à la charnière entre la fin du 19e et le tout début du 20e siècle, où les arts entrent en résonance avec la vie. On va retrouver des éléments d'enroulement, qui sont des éléments issus de l'Antiquité et qui évoquent les vagues de la mer. Et puis à côté, on aura toute une série de formes géométriques qui vont mettre en évidence le Christ. Pour ne pas trop déstabiliser le public qui vient voir ce monument, Walkeman, son concepteur, a à la fois travaillé, on l'a vu, avec des formes stylisées, mais dans la partie haute, il va reprendre les feuilles d'acanthe et les pampres de vigne de manière à ce qu'ils soient plus explicites, plus figuratifs. Et puis ce qui est surtout intéressant, ce sont les caractères qui ont été employés pour donner le nom de la famille Cato van Esland. On est ici au début du XXe siècle et on a créé une nouvelle forme d'écriture en Grande-Bretagne dans le mouvement qu'on appelle les Arts and Crafts. Et Monsieur Cato van Esland en est pleinement conscient et il désire simplement montrer que lui aussi connaît les révolutions de la modernité à travers ces caractères qu'il met ici. Et puis il ne s'arrête pas là, puisque devant la tombe, on a ces jardinières, toujours travaillées de manière géométrique, art déco, qui évoquent aussi beaucoup de choses. C'est à la fois l'espace sacré, c'est aussi le jardin clos, qui évoque la pureté de la famille et sa piété à travers un autre élément ici aussi que l'on va retrouver, la lettre grecque rho et la lettre grecque qui. Rho, qui, alors ça n'a rien à voir avec Sylvester Stallone, simplement rho et qui sont les lettres que l'on donne au Christ. Je dis souvent que ce cimetière est le Père-Lachaise cominois. Alors au Père-Lachaise, qu'est-ce qu'on a? C'est le cimetière des Stars. C'est un cimetière où se trouvent aussi des œuvres réalisées par de grands artistes. On y retrouve des architectes de renom. Eh bien voilà un exemple avec le tombeau de la famille du Carin, plus précisément de Désiré et de son épouse Hélène. Alors, que dire? Eh bien c'est que la sculpture originale que vous avez là, le Christ en pleine résurrection, le soldat romain à côté, là, il est occupé de dormir, il ne se rend pas compte que la pierre s'est ouverte et que le Christ, dans son linceul avec sa croix bannière, remarquez que la partie haute de la croix était bréchée à cause des bombardements de la Première Guerre mondiale. Eh bien cette œuvre, J'ai vaincu la mort pour vous donner la vie, est une réalisation du sculpteur Godefroy de Vries, qui a travaillé notamment avec l'architecte Victor Horta. Par contre, l'architecture du monument, elle est due, comme c'est marqué ici sur le côté, à Gustave Moorman. Gustave Moorman, les Cominois le connaissent sans le connaître. C'est à lui qu'on doit l'hospice hôpital, la goutte de lait, certains éléments d'école et le renouveau architectural de la ville. Si Désiré du Carin est décédé un petit peu avant la fin de la guerre d'une crise cardiaque chez son ami le maire de Tourcoing, Gustave Dron, Gustave Moorman, lui, est revenu après-guerre pour reconstruire à l'identique les monuments et les bâtiments qui avaient été détruits. Que ce soit des usines, que cela soit des bâtiments publics. Alors encore une petite chose, on remarquera que ce Christ bannière a l'impression de véritablement sortir de la pierre, que le sculpteur a joué aussi, on le voit, avec les sédiments qui ont fabriqué la pierre. On y a des traces de coquillages anciens, etc. Du Carin a un grand concurrent, Monsieur Scoutet, la rubannerie Scoutet et Froidure actuelle. Et quand il fait construire ce monument n'importe où, non, bien au centre du cimetière, dans ce déambulatoire annulaire, le point culminant de ce cimetière, eh bien, son concurrent décide d'ériger sa tombe pile en face. On va aller la voir.
famille Skoutet-Verstraete, dont on a ici la tombe pleine d'emphase, avec un petit détail. À l'intérieur même de l'espace sacré, un programme qui, pile poil, reprend la même thématique que chez Désiré Ducarin. La même thématique, oui. Le même résultat esthétique, non. On se rend compte effectivement qu'ici, le sculpteur a certainement donné le meilleur de lui-même, mais que quelque part, son manque de connaissances pêche par certains côtés. On le voit dans ce qu'on appelle les raccourcis, c'est-à-dire les proportions qui permettent de donner une aisance et une réalité au personnage. Ici, le soldat romain, déjà il a l'air tout hébété alors que de l'autre côté il dormait. Les proportions ne sont pas très bonnes. Et puis regardez le Christ bannière. Lui, il s'affirme. C'est vraiment Jésus-Christ superstar. On parlait de Sylvester Stallone tout à l'heure. Le voilà. C'est Rocky qui, après le combat, après avoir souffert, revient triomphant dans les étoiles. Et on y a ajouté toutes ces espèces de petites volutes tout autour pour donner encore plus d'emphase. En même temps, si le tombeau de Ducarin était un tombeau qui s'inscrivait dans l'esthétique de son époque, ici, chez Skoutet, on veut montrer qu'on a une famille plus ancienne, plus anciennement établie à Comines, en prenant des éléments de porphyre qui singent avec leur chapiteau corinthien et l'entablement qui est au-dessus, les temples romains. Bref, la famille skoutétaine s'inscrit dans l'histoire. La famille Ducarin, pour eux, ce sont de nouveaux riches. J'espère que cette petite mise en bouche vous aura aguiché. Et ne me dites pas que vous n'avez rien à faire le week-end du 18 et du 19 septembre. Je vous attends à partir de 14h30 sur réservation à la Maison du Patrimoine pour découvrir, parce que je vous ai gardé le meilleur pour la fin, d'autres petites pépites. Vous l'aurez compris, comme dirait l'autre, le patrimoine ne sera pas en berne et je vous attends pour d'autres secrets d'histoire.